Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici les titres. C'est un secteur en pleine croissance, aussi bien au plan national qu'international. L'aviculture est une mine d'or pour l'auto-emploi, une filière d'avenir sur laquelle nous faisons un zoom. Les portraits à suivre de deux femmes qui ont jeté aux orties les préjugés et stéréotypes de la société pour se lancer dans des métiers dits d'hommes. Deux patrons d'entreprise qui forcent l'admiration de leur père. Enfin, l'art contemporain béninois est mis à l'honneur. Une nouvelle vision culturelle et des opportunités économiques émergent pour mieux valoriser l'art contemporain. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La production animale représente la seconde activité agricole après la production végétale. Elle regroupe plusieurs filières dont l'aviculture qui apparaît comme une opportunité d'affaires pour les investisseurs. Il constitue d'ailleurs un terrain fertile à l'auto-emploi. Igor Ayosso et Marcel Betero ont fait une immersion dans la filière avicole. Suivons plutôt. L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande, de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande, 128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national. C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez. Donc tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur l'état. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans le cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant. Et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. On parle à présent de ces métiers dits d'hommes. Les femmes ont du mal à l'exercer, ou du moins elles sont victimes de stéréotypes. Et pourtant, de plus en plus de femmes osent et franchissent désormais le pas. On vous propose ici le portrait croisé de deux patronnes d'entreprises qui exercent des métiers dits masculins. Portrait. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure.
et la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicienne auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa. Mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne, ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui j'ai ici. Je dis oui. Ils disent, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, donc je me suis habituée. Déjà à 1 an de formation, j'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux on s'était assis, on a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. Les arts et la culture sont depuis quelques mois maintenant sous le feu de la rampe. De l'expo événement sur les 26 trésors royaux à la création prochaine d'un musée d'art contemporain en passant par l'organisation d'une biennale à partir de 2013, les autorités accordent de plus en plus d'intérêt aux différentes filières des arts et de la culture. Ousmane Aledji, metteur en scène et directeur artistique, nous en parle à travers cette interview. L'art béninois dans son ensemble est plus dynamique que jamais. C'est un paradoxe quand on connaît, on va dire, le contexte de crise sanitaire qui pénalise les acteurs du secteur des arts dans son ensemble. Je parle par exemple des musiciens, des hommes de théâtre, la danse contemporaine qui manquent d'activité de scène parce que le grand public ne peut plus être réuni dans un enclos pour présenter leurs prestations. L'art plastique dans le même environnement est plus foisonnant que jamais parce que justement les plasticiens sont plus féconds quand ils sont enfermés, on va dire, dans un environnement calme. L'art plastique au Bénin est en pleine mutation avec différentes signatures, différents types d'expressions. C'est hallucinant quand on prend du recul, qu'on regarde tout cela, on se dit mon pays est quand même un pays très très riche. J'ai de la fierté parce que pour moi c'est un acte militant de s'investir dans une démarche comme celle-là qui commence à produire des fruits, qui connaît un début de concrétisation avec l'exposition au Palais de la République, qui est un passage
parce que les œuvres finiront par abîmer en passant par Ouida, etc. Donc nos investissements, nos martyrs, nos combats commencent à produire leurs fruits. Et on ne va pas lâcher l'affaire. À partir du moment où vous avez des produits à vendre et qu'il y a des clients, il y a l'argent. Quand il y a trafic, il y a une économie qui est générée derrière. Et quand il y a économie, les créateurs s'en sortent. L'État s'en sort parce que d'une certaine façon, il y a moyen de récolter des dividendes par derrière, ou directement ou indirectement. Donc tout cela impacte le développement. Direction le Maroc, où le phénomène des chiens errants devient préoccupant. Véritable problème de salubrité publique, le gouvernement marocain a annoncé vouloir se donner les moyens pour y faire face. Suivons cette correspondance de nos confrères de France 24. Il serait plus de 2 millions de chiens errants à travers tout le Maroc. Que ce soit en zone urbaine ou rurale, ce sont parfois de véritables meutes qui s'installent dans les rues et à proximité des habitations. Bien qu'assez rares, les risques de morsures et de nuisances sont bien réels. Et bon nombre d'habitants font part de leur inquiétude et de leur exaspération. Ça pose beaucoup de problèmes. Quand je sors le matin dans la rue, j'ai peur parce que je suis seule et qu'il y a des chiens qui ont la rage. J'ai peur pour les enfants. Et la nuit, ils font tellement de bruit que ça nous empêche de dormir. Durant plusieurs années, un système d'abattage était organisé par les autorités. Mais cette solution a rapidement montré son inefficacité. Depuis 2019, cette méthode est interdite, mais seules quelques associations pour la protection des animaux, financées par des dons, aidées par des bénévoles et quelques vétérinaires tentent de combattre ce que décrivent certains comme étant un véritable fléau. Nous n'allons jamais pouvoir éradiquer les chiens errants dans le milieu urbain via l'abattage, donc nous pourrions plutôt procéder à des stérilisations pour minimiser les portées, ça c'est une bonne chose. Vacciner les chiens contre la rage parce que ça c'est un danger potentiel que ce soit pour l'animal ou pour l'humain. Face au phénomène de l'abandon des animaux domestiques, en grande partie responsable de cette situation, les associations se mobilisent à travers tout le royaume. Ce refuge est ouvert depuis 2015. Ici, des milliers de chiens ont transité, mais seulement une centaine a été stérilisée, faute de moyens financiers. La plupart qu'on reçoit, c'est des chiens malades. On essaie de les traiter. Bien sûr, les autorités ont peur de la rage. On est en train de s'entraider et de collaborer avec les autorités pour adopter une nouvelle méthode éthique, humaine, efficace et bien sûr durable. Et cette méthode recommandée par l'OMS a déjà fait ses preuves dans d'autres pays. Dans ce tout nouveau dispensaire animalier entièrement financé par l'État, au cœur de la forêt de Mahamora, ce sont 20 000 chiens et chats qui devraient y transiter annuellement dès le début de l'année prochaine. Les futurs pensionnaires y seront soignés, vaccinés, déparasités et une stérilisation de masse sera réalisée par des vétérinaires conventionnés. Il reste à l'association d'obtenir le budget pour le bon fonctionnement de ce centre expérimental, dont l'exemple devrait se développer dans plusieurs régions du Maroc. C'est tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre attention. À bientôt.